Eh ben, je crois que la salle est rafraîchie, les cerveaux sont rafraîchis. Je propose de passer la main sans plus attendre à Miguel, qu'on est ravi, honoré d'accueillir ce soir. Bonjour à toutes, à tous. Samuel m'a donné comme mission de faire un peu comme de survoler. Alors, je ne sais pas si je vais survoler. Je vais vous raconter un tout petit peu d'abord d'où je parle. Non, c'est intéressant puisque vous êtes toutes et tous des gens des pratiques. Je vous parle de quelles pratiques je viens. Alors, mon intervention ici sera à partir d'une très très longue pratique des expériences communautaires, des expériences alternatives, qui sont grosso modo presque 40 ans. Ça a commencé en Argentine, les derniers temps de la dictature, quand les groupes les plus engagés dans la lutte, c'était un peu une sorte de décision d'arrêter la lutte frontale armée contre la dictature. On avait eu un échec militairement. Et on a passé à absolument autre chose. Mais cette autre chose était due au fait qu'on s'était rendu compte un peu, c'était le début de ça, on s'était rendu compte que à chaque fois qu'on voulait changer la société depuis le pouvoir, pas seulement on échouait, mais on produisait les contraires de ce qu'on voulait. N'est-ce pas ? Alors ça, c'était un constat très, très dur pour beaucoup d'amis, des camarades. Il y avait beaucoup de gens qui étaient restés sur les carreaux, qu'on avait passé plusieurs années en tôle, la torture, etc. Bon, les disparus. Mais effectivement, c'était un moment comme ça de bascule dans lequel c'est tombé comme une évidence, hein, comme la pomme de Newton. C'est tombé comme une évidence de que pour changer la vie, pour changer la société, pour changer, etc., les pouvoirs étaient un piège. Et à ce moment-là, on a pris comme exemple, je vous parle d'un temps que les plus ne peut pas comprendre, et, comme la chanson d'Aznavour. Et alors, donc, au fait, on a pris comme exemple les mouvements qui vraiment avaient changé le monde. En première place, le mouvement des femmes, les mouvements des femmes, qui en Argentine étaient très, très, très fortes. Hein, c'est-à-dire les luttes des femmes. En Argentine, comme vous savez, on était en première ligne dans la résistance. Pas seulement les mères et grand-mères des Places de Mai, mais les femmes paysannes, etc. Bon, voilà. Et alors, on a pris comme exemple ça, à un niveau pas seulement latino-américain, mais à un niveau mondial. On se dit, tiens, quel mouvement a changé le monde, justement, sans prendre les pouvoirs? On se dit, bon, celui qui est en train de les changer et qui change la face du monde sans prendre les pouvoirs, c'était les mouvements des femmes qui, effectivement, petit à petit, effectivement, avaient des répercussions au bout d'un certain temps de construire de nouveaux rapports, de nouveaux modes de vie, avaient des répercussions institutionnelles, mais il n'y avait pas cette idée comme ça d'abord on prend les pouvoirs, après on change les choses. Deuxièmement, on a pris comme modèle effectivement le mouvement des droits civiques, que ce soit les mouvements des Blacks aux États-Unis qui étaient très liés à nous, et d'autres mouvements comme ça. Alors ça, c'était quand même la première grande expérience. C'est pour ça que Résister s'est créé. C'est devenu comme un moment historique pour nous. Et après, il y a eu des répercussions. Vous savez, après, c'était les Chiapas avec Marcos, etc. Non, mais ça a commencé avec, à partir d'un certain moment, on a dit Résister s'est créé. Et on s'opposait beaucoup. Certains parmi nous, dont moi, on était des responsables militaires des groupes armés. Moi, j'avais des responsabilités militaires. J'ai participé pendant 10 ans à la lutte contre la dictature. Hein, quelques-uns de ces années en tôle, mais bon, enfin. Et alors, on s'opposait à ceux qui disaient non, résister, c'est vaincre. Et nous, on disait, on a déjà vu qu'est-ce que ça donne vaincre. On a participé, nous, les groupes auxquels moi j'ai participé, les commandos auxquels j'ai participé concrètement,
On avait par exemple au Nicaragua pris les bunkers des dictateurs de l'époque Somos, etc. Et donc on avait vu qu'est-ce que ça donnait. On a vu qu'est-ce que ça donnait, l'effet de résister, se vaincre. Et vraiment, c'était une lutte très, très grande. C'est-à-dire, c'est peut-être difficile d'imaginer ici, à Rennes, aujourd'hui, mais c'était quand même une lutte très grande de tout à coup dire résister, c'est créer concrètement, expérimenter concrètement un autre mode d'habiter la ville, la campagne, d'habiter sa propre vie, n'est-ce pas? Résister, c'est créer un autre mode de vie qui doit, de façon multiple, conflictuelle, sans commissaire politique, doit essayer de voir s'il est possible quelque chose ou pas. N'est-ce pas? On était très, très déçus, effectivement, par rapport à tous les modèles de la gauche traditionnelle qui proposaient les mêmes idéaux moraux, de consommation, etc. Simplement en disant, avec moi, il y aura plus qui vont vivre comme jusqu'à maintenant vivent les bourgeois, pour dire comme ça, n'est-ce pas? Et nous, on avait là toute une influence indienne. Le mouvement particulièrement auquel j'ai participé, c'était un mouvement avec une très forte composante indienne, non? Et effectivement, les Indiens, pour nous, étaient un modèle. C'est-à-dire, effectivement, on voyait, vous savez, il y avait beaucoup d'Indiens qui étaient venus vers la ville, non? Mais les Indiens qui continuent à vivre sur des modes, disons, traditionnels, effectivement, nous montraient que c'était un autre mode de vie était possible. Un autre mode de vie était possible. Et là, bon, c'était toute l'époque pré-altermondialisme, non? Mais effectivement, déjà, nous, on disait, il ne s'agit pas de voir si notre monde est possible, mais quels sont les possibles dans ces mondes-ci? Quels sont les possibles dans ces mondes-ci? Et ne pas tirer, comme on dit, des plans sur la comète, parce qu'à chaque fois qu'on tirait des plans sur la comète nous tombait sur la tête, non? Alors, résister, c'est créer, effectivement, c'était le début de cette idée de qu'il va falloir d'abord expérimenter, et on a commencé à occuper des terres avec les paysans, avec les Indiens. J'ai eu la chance, dans cette aventure, comme j'étais parmi les premiers qui ont abandonné les commandos, quoi, j'ai eu la chance de participer au premier manifeste des anciens Indiens sans terre au Brésil, par exemple. Alors, il s'est passé quelque chose de très drôle, hein. On occupait les terres. Alors, dans ce lieu-là qu'on occupait les terres, l'expérience est très proche de ce que vous venez de dire. C'est pour ça que moi, j'étais très touché parce que tout est différent. Hein, tout est différent. Et à la fois, il y a une racine commune avec ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, ce que je connais de vous. Hein. Les gens occupaient des terres pour survivre d'abord, parce que c'est une question de survie. Et ce qu'ils disaient tous, et ce n'était pas un slogan, c'était toujours dit de façon différente par ces paysans, ces Indiens qui occupaient les terres, on disait, on l'a fait pour survivre et on a trouvé des modes de vie supérieurs. N'est-ce pas? Et alors, j'essaie de vous raconter quelques axes qui pour moi sont importants et qu'on peut avoir quelque chose en commun, justement. Les journalistes venaient, par exemple, les militants politiques venaient dans les terres occupées, on construisait des quartiers, il y avait pas plus que des potagers, c'était quand même des terres cultivées en commun. Ou par exemple, on se donnait le luxe de pouvoir avoir, par exemple, des fermes écologiques dans lesquelles on recueillait les enfants de la rue, voyez, c'est-à-dire les gamines. Tout à coup, vous imaginez la puissance que c'était de pouvoir avoir une réponse, non pas comme une promesse, vous comprenez? Parce qu'on pouvait regarder, quand on était dans la lutte classique, disons, on pouvait regarder un gamine de la rue et se dire pour soi-même, tu verras, je vais te changer le monde, non? On ne l'a pas fait. Par contre, là, on pouvait se donner le luxe d'avoir une ferme, je parle de là où j'ai participé, par exemple, une ferme écologique dans lesquelles on recueillait les enfants de la rue. Vous voyez, c'est-à-dire, et on voyait que c'était possible et quelque chose d'autre, non? Alors, il arrivait, les journalistes, des militants plus classiques, ils disaient, vous êtes contre la propriété privée? Non, non, disaient.
Mais vous voulez que toute l'Argentine, l'Uruguay, je ne sais pas quoi, soit comme ça? Non, 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 non. Mais donc, vous avez un programme? Non, 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 on n'a pas de programme. Et alors, les autres, ils devenaient un peu barjots parce qu'il n'y avait pas de modèle. Effectivement, il n'y avait pas d'idée. Une chose qu'on avait compris, c'est qu'il ne fallait pas avoir des idées. Il fallait vivre et développer des hypothèses. Ne pas avoir des idées, ça ne signifie pas théoriser la pratique, mais théoriser la pratique dans un aller-retour théorie-pratique dans laquelle il n'y avait pas des idées qu'il fallait suivre. Bon, ce mouvement s'est développé énormément, vous savez, mais autour des années 2000, avec les Chiapas, avec les insurrections en Argentine, et on a eu des expériences dont on a parlé tous les deux, c'est-à-dire on a expérimenté ce qu'on appelait une masse critique pour les expériences alternatives. Par exemple, on s'est rendu compte que les expériences alternatives ne pouvaient pas avoir comme modèle de se développer comme la fameuse tache d'huile, vous voyez, que non, on fallait tenir compte que c'était toujours des expériences restreintes, non restreintes dans le sens petite ou grande, mais qu'ils ne pouvaient pas faire un modèle universel, n'est-ce pas? Et ça, on l'a expérimenté, par exemple, à l'an 2001, quand il y a eu une série d'insurrections en Argentine, ils ont viré 5 gouvernements de suite. Vous voyez, boum, 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 comme ça. C'était très joyeux. Et alors, les trocs qui étaient de façon restreinte dans plusieurs lieux du pays, tout à coup, est devenu énorme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a explosé en vol, par exemple, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a petit à petit vu, on a petit à petit expérimenté les choses. Et toute théorisation de la chose, c'était quand même à partir de cet aller-retour. Alors, pour comprendre un tout petit peu, effectivement, à partir de par exemple, cette insurrection, on a commencé à voir en Bolivie, en Argentine, dans d'autres lieux comme ça, que s'inversait un mouvement. Les jeunes Indiens qui venaient à la ville étaient remplacés par des jeunes de Buenos Aires qui allaient dans des populations indiennes, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y avait une recherche de vivre autrement. À ce moment-là, pour dire la chose d'une façon un peu résumée, vous vous rappelez toutes et tous ces fameux slogans très beaux de Madame Thatcher qui disait « La société n'existe pas, il n'y a que des individus ». Non? Alors c'était beau. Bon, alors nous, à partir de là, on a dit, juste, elle a raison, Margaret, comme ça, en confiance, non? Maggie, elle a raison. Et on a dit, donc il s'agit, dorénavant, il faut comprendre qu'on ne doit pas libérer les individus du pouvoir, mais on doit se libérer du pouvoir de l'individu. Vous voyez? L'individu n'est pas chacun de nous en tant que personne. L'individu est un modèle massifiant, un mode de vie, une raison pour se lever le matin, une ordre de comment doit fonctionner notre vie. Alors, par exemple, en tant qu'expérience, si je peux raconter, non, à partir de ces grandes insurrections, ils ont commencé à avoir des assemblées de quartiers dans toute Buenos Aires, Cordoba, les grandes villes de l'Argentine. Et ces assemblées de quartiers, nous d'abord, on était très enthousiastes parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai rentré à Buenos Aires, je voyais cette Babylone et je me disais, mais d'accord, on est en train de créer un tas de trucs très intéressants, mais et Babylone, comment change Babylone, non? Et tout à coup, on voit émerger partout des assemblées de quartiers. Et ces assemblées de quartiers sont échouées. Et là, on se demandait, mais pourquoi elles sont échouées, les assemblées de quartiers? Et vous voyez, les trucs de budget participatif, assemblée des quartiers, etc., sont échoués, toutes sont nées, sont développées, boum, sont réabsorbées. C'est là où on a commencé à comprendre qu'effectivement l'individu est un modèle social, historique, d'oppression, mais que quand on dit individu, on dit un urbanisme, une mode de circulation, une raison de se lever le matin, vous comprenez? C'est-à-dire que l'individu, c'était tout ça. Et effectivement, autant dans les zones semi-urbanisées ou dans les campagnes, c'était plus aisé d'inventer, de créer des modes non individuels de vie, autant dans la ville, effectivement, on s'est trouvé avec la partie, pour ainsi dire, dure de l'individu, n'est-ce pas? C'est
voilà, il y a des immeubles, il y a des métros, il y a, vous voyez, c'est-à-dire... Alors, à partir de là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il s'agissait un tout petit peu comme des enfants, non, de créer des expériences. Alors là, c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, moi, j'ai participé beaucoup avec des laboratoires dans la banlieue de Paris. Hein, c'est-à-dire, on a développé des laboratoires, on appelait ça laboratoire, dans le sens que ce sont des expériences, des vies autrement, des liens autrement, n'est-ce pas, en Italie, dans certaines régions, non. Alors, à partir de là, on s'est rendu compte qu'on était un peu comme des petits-enfants qui devaient apprendre à vivre autrement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le formatage de chacun de nous en tant qu'individu était tellement fort, que effectivement l'autre était, comme il a dit un grand anarchiste, il a dit les voisins c'est le bruit et l'odeur, vous vous rappelez. Alors donc, pour ça on a tous voté pour l'anarchiste. Alors effectivement, on s'est dit oui, l'autre est le bruit et l'odeur, parce que tant qu'on est dans la cage de l'individu, tant qu'on vit dans cette cage de l'individu, n'est-ce pas, l'enfer c'est les autres, comme dirait Sartre, n'est-ce pas, l'enfer c'est les autres, c'est-à-dire que l'autre est celui qui nous enchaîne. Alors on s'est dit, bon, vous savez, il y a un passage de Spinoza dans lequel il dit les hommes se sentent libres seulement parce qu'ils ignorent leurs chaînes. Alors l'interprétation de cela, ça pourrait être de dire, c'est vrai, je me sens libre parce que j'ignore mes chaînes, mais maintenant que je connais mes chaînes, je casse mes chaînes et je suis libre. Et c'est, si vous faites ça au bac, régalez, parce que ce n'est pas la vraie interprétation spinoziste. La vraie interprétation, c'est de dire comment je peux transformer les chaînes en liens, n'est-ce pas? Non comment je peux me délier de l'autre, sinon au contraire, comment je peux expérimenter que je suis un nœud de liens, n'est-ce pas? Que c'est pas que j'ai des liens optionnels. Or, c'est là où il y a une résistance énorme aujourd'hui à développer. Vous imaginez comment toute la nouvelle technologie, toutes les niveaux de technologie algorithmique, tout le monde cybernétique, nous pousse de plus en plus à être des individus qui ne bougent pas, non? Des individus, on est devenus des profils, on est presque plus d'individus, on est des profils transparents, absolument un ensemble d'informations qui circulent. Alors donc, effectivement, la résistance passe par le fait que des corps réels, dans des paysages réels, puissent expérimenter ces liens comme quelque chose qui va vers la joie, n'est-ce pas? Quelque chose qui va vers la joie. Mais pour cela, effectivement, la question qu'on s'est posée, c'était résister, ça doit être créé, mais en face de nous, on a pas un bulldozer, on a des bulldozers, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on a un monstre del système, c'est-à-dire, c'est pas que petit à petit, en créant des alternatives, un jour, le système va dire « Oh, mais comme vous êtes gentil, vous avez raison, on se retire », n'est-ce pas? Non, la vérité, c'est qu'il est très important, et nous l'avons expérimenté, et maintenant, malheureusement, on l'expérimente avec les fascistes qui est en Argentine, je veux dire. Hein. On est encore vendredi. Et, alors, avec les fascistes qui est président en Argentine, Milei, on expérimentait comment toute cette expérience de résistance-création énorme, de myriades d'expériences. Et dans les quartiers aussi, dans la ville, on a appris à créer des noyaux. Il y a des noyaux de solidarité théorique et pratique. Je peux vous raconter après comment ça se développe. Mais on a appris quand même que résister, c'est créer, c'est la fonction fondamentale. Pourquoi? C'est fondamental parce que toutes les forces progressistes, révolutionnaires, sociodémocrates, etc., peu importe, tous les projets d'un monde alternatif allaient dans le sens de ce que Margaret avait dit, il n'y a pas d'alternative, n'est-ce pas? Et de plus en plus, on est dans un monde dans lequel on existe de moins en moins et on fonctionne, on veut tous fonctionner.
n'est-ce pas? On a changé des questions sur l'essence de la vie pour des non-questions de « je fonctionne bien, je fonctionne mal ». N'est-ce pas? On est en permanence en train d'évaluer, non? Combien de pas j'ai fait en rentrant du boulot, combien de fois je respire, je ne sais rien. Vous voyez, on est tout le temps en train d'évaluer. Or, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas qu'on est devenus tous très stupides. À vrai dire, les projets de changement social comptaient tous sur un paradigme qui, malgré les différences, était unique. Était la promesse d'un futur meilleur, n'est-ce pas? C'était la promesse marxiste, hegelienne, mais même positiviste, de que l'histoire avait un sens. L'histoire a un sens, et ce sens-là va vers, dans un sens un peu millénariste, vers le paradis sur Terre, n'est-ce pas? Ces futurs-là qui ordonnaient toutes nos pratiques. Ce n'était pas que politique. Moi, quand j'ai commencé à faire médecine avec Hippocrate, non, grosso modo, eh bien, si on me disait « Qu'est-ce que tu penses du cancer ?» je disais bah, « Dans l'an 2000, les cancers seront un souvenir. » Or, vous voyez, c'est-à-dire, je veux dire par là que tout le futur était promesse. Tout le futur était promesse. Ce n'est pas le monopole des militants politiques de dire « Demain, on va raser gratis. » Toutes nos sociétés occidentales, coloniales, patriarcales, étaient orientées vers « on doit un jour arriver à ». À tel point que dans le mouvement décolonial latino-américain, un peu comme moquerie, on dit le monde occidental ressemble à une salle d'attente, n'est-ce pas? Parce qu'on passe la vie à attendre. Non, demain, ça sera demain. Eh bien, cette demain qui ordonnait les futurs et nos vies quotidiennes, eh bien, pas seulement s'est cassé la gueule, mais il est devenu son contraire. Il est devenu une menace. On a tous peur. Et on a raison d'avoir peur, d'une certaine façon, on a raison, hein, c'est-à-dire les choses vont mal. Alors, effectivement, il ne s'agit pas simplement d'une autre méthode, vous comprenez, il ne s'agit pas simplement de dire résister, c'est créer, c'est une autre méthode que résister, c'est lutter ou prendre le pouvoir. Il s'avère que tous les paradigmes d'émancipation qui comptaient sur on lutte aujourd'hui et demain on vivra mieux, il se heurte au mur d'un futur qui est devenu menaçant, fermé, imprédictible. Alors, la question, elle est beaucoup plus profonde que ça, vous comprenez? La question est, comment on peut s'engager, nous, que toujours on le faisait sous condition de la promesse, sous condition de ce que les différents avant-gardes, messies, prophètes nous promettaient. Comment on peut s'engager? Vous comprenez? Au nom de quoi? Et c'est là où résister, c'est créer, habiter, c'est créer. Ça devient effectivement la production d'un autre paradigme, d'un nouveau paradigme. Un paradigme dans lequel on n'agit pas au nom du futur, mais on commence pour la première fois en Occident depuis quelques siècles à habiter le présent. Vous comprenez? Le présent devient central. Le présent devient là où il faut l'habiter et développer les expériences. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Par contre, on sait qu'arrive quoi qu'il arrive, si nous sommes capables de développer des expériences différentes, des modes d'habiter le monde différents, des modes de solidarité différents, si nous arrivons à être un peu moins individus, arrive quoi qu'il arrive, au moins on pourra assumer ce qui arrivera. Vous comprenez? C'est là où pour nous, résister, c'est créer, ce n'est pas une formule dans un magasin, dans un supermarché, pardon, des engagements. Non, résister, c'est créer, expérimenter qu'on peut être autre chose que des individus, n'est-ce pas? Expérimenter que nos liens sont des liens qui ne sont pas simplement des liens humains, n'est-ce pas? Expérimenter que, contrairement à les Descartes qui voulaient qu'on soit maître et possesseur de la nature, on est un vecteur parmi d'autres de la nature. Apprendre qu'on n'était pas seul, vous voyez? Eh bien, tout ça, c'est les expériences que nous devons aujourd'hui développer. Alors, effectivement, je reviens là-dessus,
il y a les Milei, il y a je sais pas, les complexes militaires industriels, pour dire comme vous voulez, pharmaceutiques, ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a les méchants, quoi, qui ne vont pas se pousser en disant « Comme tu es mignon, mon chéri ». Alors, c'est là où nous disons, c'est là où il y a une corde raide, n'est-ce pas? La corde raide, elle est parce que quand on doit assumer des affrontements, non, on risque vite fait de discipliner et d'oublier la base qui est résister, c'est créer. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'affrontement unifie trop. L'affrontement nous donne une unité un peu trop cohérente. Et c'est là où, pour nous, les défis passent par là. Nous devons effectivement comprendre que les expériences comme les vôtres, toutes les expériences alternatives qu'aujourd'hui se développent, de comment on peut habiter les mondes autrement. Eh bien, ces expériences sont, pour le dire comme ça, la tâche fondamentale de notre époque. Et comme il faut quand même pouvoir s'affronter, eh bien, la question c'est de garder en tête que la tâche principale, c'est la création. Et que l'affrontement, ce n'est pas ça qui va nous donner l'essence, vous comprenez? On est trop habitué à que l'affrontement, l'ennemi, nous donne l'essence qui dit on a raison parce qu'on s'oppose aux barbares, pour dire comme ça, n'est-ce pas? On a raison parce qu'on s'oppose aux fascistes. Eh bien, nous, on doit éviter cette simplification parce que c'est ce qui écrase systématiquement la création. Nous ne devons pas avoir raison parce qu'on s'oppose à quiconque. Nous devons avoir raison parce qu'on développe d'autres modes plus joyeux, plus puissants d'habiter les mondes, qui ne détruisent pas les mondes, n'est-ce pas? Et si on doit s'affronter, eh bien, on s'affronte parce que parfois il faut s'affronter. Mais en faisant très attention de ne pas retomber dans les pièges de mon identité et les données par mon ennemi. Peut-être pour vous, c'est un peu éloigné, cette question de l'affrontement dans la création quotidienne. Moi, ce que je vous raconte, effectivement, c'est un tout petit peu... c'est une histoire peut-être un peu plus longue et dans laquelle les menaces sont plus évidentes. Quand j'entends dire, par exemple, que des communes aident, qu'il y a des aides institutionnelles pour développer des modes de création, des modes d'habitat participatif. Moi, je me dis, quelle chance, non? Quelle chance qu'en France, encore, malgré tout, il y a ces possibilités démocratiques dans lesquelles c'est possible une alternative, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une chance qu'il faut la prendre. Mais c'est une chance qu'il faut la prendre, pourquoi? Y compris pour expérimenter des choses que peut-être ceux qui sont en première ligne ne peuvent pas faire, vous comprenez? Je pense qu'on doit avoir une vision d'ensemble de cette résistance de création, dans laquelle, effectivement, ce que vous expérimentez ici doit être capitalisé, utilisé, doit servir aussi pour ceux qui ailleurs essayent de faire des choses et n'ont pas les loisirs et la tranquillité de les faire sans être ipso facto écrasés. J'avais dit à Samuel que je voulais un tout petit peu profiter pour discuter un tout petit peu avec vous. Alors, je vais dire juste un dernier mot. À vrai dire, c'est un point que j'ai discuté avec Samuel. Résister, c'est créer, ça signifie justement créer des pratiques concrètes, quotidiennes, non? Qui n'ont pas besoin de la conscience pour agir, vous comprenez? Il s'agit de créer une autre évidence, vous comprenez? De la même façon qu'aujourd'hui les individus ont l'évidence de pourquoi ils se lèvent les matins, pour être performants, pour gagner des sous, pour écraser l'autre, pour avoir une voiture plus grande que le voisin, toutes ces évidences, c'est joli, n'est-ce pas? Eh bien, nous devons construire des évidences que c'est comme créer une sorte d'aliénation alternative. Je l'ai dit de façon provocatrice, vous voyez, mais créer quelque chose dans lequel, justement, les modes de vie qu'on a, ce n'est pas un mode de vie dans lequel je dois tout le temps être en train de penser comme un boy scout, je dois bien agir. Non, qu'on expérimente que c'est plus joyeux, que c'est plus beau, et qu'on le fait pour ça, vous comprenez? Alors,
ça semble un peu bizarre, parfois, pas à vous peut-être, mais ça semble ailleurs très bizarre de dire que dépasser la cage de l'individu pourrait devenir un ça va de soi. Or, on a bien vu, par exemple, une fois encore, avec le mouvement des femmes, qui est né avant-hier dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Comment est devenu une évidence que les femmes occupent tous les postes qu'elles occupent, n'est-ce pas? Et personne ne s'étonne. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça que je vais donner comme évidence. Une évidence, ça veut dire que celui qui se lève le matin dans une expérience, entre guillemets, alternative, dans un quartier en autogestion, dans les terres occupées par les paysans, celui qui se lève le matin, il n'a pas besoin de tout le temps se dire « je suis en train de construire un monde meilleur ». Vous comprenez? Non. Ça lui semble évident que c'est plus joyeux que la vie de l'autre pauvre là qui ne pense qu'à son nombril. Après, bon, une minute alors, je voulais donner un exemple, excusez-moi, un exemple que je ne vais pas oublier, par rapport à la conscience. Un jour, il y a très très longtemps, heureusement, depuis je suis devenu moins con, et j'étais dans une terre occupée par des paysans, un truc très 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 puissant dans la localité de Moreno, dans la province de Buenos Aires. Et c'était une assemblée et on me recevait parce que je venais dans notre lieu, alors j'étais un peu l'invité. Et alors tout à coup, il y a un mec qui demande la parole et il dit ouais, le problème qu'on a dans notre société, c'est dû aux femmes, parce que les femmes ne sont plus au foyer, elles ne veulent pas faire d'enfants. Alors moi, je demande la parole et je dis tout ce qui est correct de dire. Que non, que les féministes... Alors, il y a une pause, il vient une jeune indienne qui avait 18-19 ans maximum, il me dit, qu'est-ce que t'as merdé, Miguel? Ah bon? Et ouais, tu sais, ces mecs-là, ça fait des mois qu'on l'approche pour qu'il sorte de sa petite maison, parce que sinon il vit là en train de se saouler la gueule, insulter tout le monde. Alors nous, on s'en fout de ce qu'il dit, on l'invite à venir avec nous petit à petit, n'est-ce pas? Et alors là, ces jours-là, j'ai compris, comme ça, tac, non, une mutation, la différence entre la vie et les idées. Je vais aller balader le micro. Il nous reste une petite dizaine de minutes. La proposition, c'est s'il y a des gens qui ont envie de réagir sur comment cette séquence-là, entre le quotidien, la vie, le vécu d'un habitat participatif, et cette mise en perspective très large de Miguel a créé des décalages, a été source d'inspiration, positive, négative. On peut prendre des témoignages. Moi, je vous dis juste, j'ai retenu qu'on arrêtera de dire que dans l'habitat participatif, on s'engueule. Il faut dire qu'on crée de l'aliénation alternative. C'est vachement plus joli. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui commence. Je me demandais si vous aviez un avis sur la création de coopératives en Uruguay. Donc, il y a eu quand même 530 coopératives qui ont pu être créées dans les 50 dernières années. C'est une lutte permanente, mais néanmoins, ils créent. Oui. Pardon, c'est rapide. Je voudrais juste dire merci. Ça fait vraiment du bien de se remettre un peu d'aplomb d'équerre dans la tête et ça donne des outils pour continuer la réflexion. Donc, merci infiniment. Je ne pense pas me tromper en vous disant que, quand vous dites que historiquement, ce fut les mouvements des femmes qui ont fait avancer les choses, tout à l'heure, j'ai compté dans le groupe où on était, il y avait 31 personnes, il y avait 5 hommes. Si vous regardez l'Assemblée, il y en a quelques-unes quand même. Les coopératives en Uruguay.
Et, au fait, en Uruguay, il y a une longue histoire des mouvements coopératifs, très très longue, non? Moi, j'ai connu surtout, je ne sais pas si tu connais bien l'Uruguay, j'ai connu c'était les graphiques, par exemple, non? Mais bon, j'ai connu les quartiers, bon, différents types de coopératives. Je ne sais pas à laquelle tu fais référence particulièrement. Mais justement, en Uruguay, comme dans d'autres pays, quand toute cette mouvance comme ça, un peu diffuse, justement, elle était écrasée quand le gouvernement et la dictature a réussi à provoquer des affrontements. Non, je ne sais pas si ça te répond en partie, mais sinon, oui, je ne sais pas à laquelle tu faisais référence en particulier. Non, je connais des noms comme ça. Encore une ou deux réactions et puis on pourra se permettre de conclure. Une ici, une ici. Une par là-bas aussi. Oui, merci beaucoup. C'est un régal d'entendre tout ce que vous dites. Moi, j'ai été élevée au biberon de Paul Virilio, où on choisit toujours, on essaie de choisir le « et » plutôt que le « ou ». On essaie effectivement de refuser le binaire parce que c'est la seule manière de trouver une troisième voie. Donc c'est cette notion d'invention. Mais ce que je me disais en vous écoutant et en écoutant la personne que j'ai écoutée avant vous, Baptiste, qui a proposé son statut de copropriétaire, je me disais il y a 10 ans, où quand on était à Strasbourg, on avait le film 1 + 1 = 3. Et c'est vrai. Et puis maintenant, on a cette sobriété qui fait que le moins, c'est mieux. Voilà. Enfin, dans les deux cas, il n'y a pas de deux, il n'y a pas de binaire. Mais je trouve qu'il y a eu une vraie inversion et qui fait réfléchir. Vous avez dit un mot qui me semble important, non? Nous savons tous et toutes que la sobriété et la rareté sont notre destin, mais c'est déjà là. Hein. Vous savez que ça fait 3 ans qu'à Barcelone, il n'y a pas d'eau. Il arrive de l'eau en bateau de Marseille. Non? Alors la rareté, la sobriété, c'est notre fatalité. Eh bien justement, moi je pense que c'est là où c'est pas viable le monde des individus. Parce que le monde des individus, c'est que chacun pense à soi, n'est-ce pas? De façon massive, chacun pense à soi. Eh bien, ce mode-là est le monde inévitablement de la guerre. Il y aura ceux qui auront encore et ceux qui seront écrasés. Alors justement, moi je pense que nos types d'expériences sont celles qui permettent de vivre une sobriété joyeuse, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est un des défis fondamentaux. Non? Un défi fondamental, c'est de dire, eh bien, si, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de consommer de cette façon-là. Et je pense que, voilà, parmi les dépassements de cette cage de l'individu, c'est parce que c'est pas viable. C'est pas viable. Alors, comme c'est pas viable, ce qu'il y aura, c'est que il va falloir qu'il y ait des frontières, des mecs qui tirent à la frontière. Ou bien, nous pouvons tenter d'expérimenter des modes de vie dans lesquels il y a une sobriété qui est joyeuse. Vous comprenez? Ce sont des images identificatoires. C'est-à-dire, quelle est l'image identificatoire dans laquelle je me sens bien? Vous voyez? Est-ce que je me sens bien en consommant patatim patatin, ou est-ce que tout à coup je trouve plus joyeux d'être un peu moins con, par exemple? Non, c'est un objectif. Non, moi, il y a 2 ans, ils m'ont invité à Belle-Île et il y avait, tout à coup, je vois qu'il y avait une piscine et une transat, non? Une transat. Et alors, j'ai vu qu'il n'y avait personne, alors je suis allé chercher un jus de fruits et je me suis allongé dans la transat avec le jus de fruits à côté de la piscine et j'ai dit, bon, là, je dois être heureux, non? Parce qu'il y a quand même des milliards de personnes qui n'ont pas de piscine, ni de jus de fruits, ni de transat. Là, je dois être heureux. C'était un échec, alors je continue. Bonsoir. Merci pour tous ces mots. Je voulais surtout avoir votre réaction et donner un conseil lecture qui résonne beaucoup avec
avec ce que vous nous avez partagé. Donc c'est un livre qui s'appelle Bolo Bolo. C'est pour moi un livre qui m'a permis de basculer un peu dans cette frugalité heureuse. C'est un livre qui est disponible gratuitement partout, qu'on trouve en PDF ou qu'on peut acheter dans les librairies. Je voulais savoir si c'était une lecture que vous aviez eue, puisque finalement c'est des lectures. Enfin, c'est un écrit qui existe depuis les années 60, je crois aussi, plutôt en Suisse, sur les premières coopératives suisses. Si c'est quelque chose qui vous a aussi nourri, sinon, je vous propose à tous de pouvoir lire. Je les lirai. Non, je ne connaissais pas. Ok, Bolo Bolo. On prend encore les 2 interventions des bras qui s'étaient levés et puis on arrêtera pour tenir le timing, je suis désolé. Et en bas, je vais faire passer le micro. Oui, bonjour, merci pour cette intervention. J'ai peut-être mal compris, mais j'ai l'impression que face au bulldozer, vous disiez que l'unité, c'était pas vraiment souhaitable. Et j'entends bien l'appel à la diversité des expériences. Mais là, effectivement, on n'est que vendredi, mais ça se rapproche. Donc, je voulais savoir ce que vous aviez à dire sur une unité qui serait peut-être souhaitable dans les temps qui nous attendent. Alors, je te remercie pour la question parce que ça, c'est un point que, surtout en Amérique du Sud, c'est très, très chaud. Non, l'idée de qu'est-ce qu'il faut quand il faut assumer une lutte, n'est-ce pas? Alors, la seule question que nous faisons très attention, c'est que dès que il y a des moments dans lesquels on doit converger comme un entonnoir dans une lutte. Et il faut l'assumer. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas croire que parce qu'on va faire des belles choses et des bonnes choses, voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut assumer les luttes. Simplement, comme on sort d'une longue histoire dans laquelle les luttes ont écrasé la multiplicité, on s'est dit, attention, parce qu'il faut assumer les luttes, il faut assumer les affrontements, absolument, il faut les assumer, mais il faut toujours avoir en tête que la lutte est un passage parfois absolument nécessaire, et qu'il faut assumer sur la forme nécessaire, c'est la situation qui détermine la forme de la lutte, non? Et alors, qu'il faut assumer, mais il ne faut pas oublier que le moteur, c'est la création multiple, conflictuelle et non disciplinée, et sans commissaire politique. Et ça, c'est vraiment un défi pour nous. C'est un défi parce que, même d'une façon heureusement plus soft, en France, on voit bien, par exemple, comment quand les candidats, mettons, de la gauche, disons grosso modo, non, avant les élections, ils organisent des débats, n'est-ce pas, cause toujours tu m'intéresses, et une fois qu'ils gagnent les élections, maintenant on est là. Nous, malheureusement, on a expérimenté ça plusieurs fois, parce qu'effectivement, dans ces territoires pleins d'alternatives, etc., quand de temps en temps, hein, des élections, de temps en temps, on gagnait. Et qu'est-ce qui est arrivé les premières années? Dès que les copains gagnaient, ils disaient, bon, maintenant, ça y est, on a gagné. Ils disaient, non, qu'est-ce qu'on a gagné, n'est-ce pas? Et alors là, si je peux me permettre, il y a une semaine, qu'est-ce qui s'est passé en France il y a une semaine? Il y a une semaine, on a mis le thermomètre, poum, non, et on a vu que la fièvre était énorme. Et les gens se sont dit, oh, les thermomètres ont un problème. On dit, non, mais le corps social français est très malade, il va très mal, et bon, les thermomètres te disent ça. Alors ils disent, on va mettre vite fait les thermomètres dans les frigos. Alors on attend que dimanche, on va mettre les thermomètres dans les frigos. Si on réussit, j'espère qu'on réussira à mettre les thermomètres dans les frigos, mais surtout, il ne faut pas oublier les malades, n'est-ce pas? Bonjour Miguel, merci beaucoup pour l'intervention. J'ai bien compris que la priorité dans votre propos, c'était de travailler avec le sens qui émerge de la situation et de construire finalement notre microculture locale, et qui est une culture de joie et sur laquelle qui change nos vies en fait au quotidien. Alors il y a un peu de temps, il y a quand même un petit objectif, mais c'est des objectifs concrets, quoi. Mais l'enjeu plus global dans lequel on s'inscrit, c'est un enjeu non pas de prise de pouvoir, mais de transformation sociale, qui nous amène derrière, et c'est un peu aussi ce que font ces RNHP, à être un peu prosélytes.
Et est-ce que finalement, ce prosélytisme de notre mode de vie qu'on expérimente, est-ce que ça c'est en phase avec votre propos? Est-ce que finalement on ne revient pas dans un objectif de ce monde demain, si tout le monde fait comme nous, on va réussir à le transformer et on va remplacer le méchant capitalisme par nos gentils habitats groupés? Est-ce que c'est une bonne stratégie en fait d'être prosélyte et d'aller dans les quartiers pour essayer de proposer aux quartiers populaires de faire la même chose que nous, ou d'adapter, ou est-ce que finalement il faut se centrer finalement sur notre vécu personnel? Oui. Alors, je te réponds. Il y a 25 ans, 30 ans, à Francfort, il y avait une myriade de petites expériences de communautés ils appelaient même, Danny Cohn-Bendit avait fait un bouquin qui s'appelait « Vivre autrement », je ne sais pas quoi. Et c'était absolument étanche, tu vois. Des gens très sympathiques, moi j'étais très content d'aller, c'était très très agréable, des gens très sympathiques vivaient entre eux d'une autre façon. Mais c'était absolument étanche, n'est-ce pas? Il n'y avait pas un Turc qui était au courant, pour le dire comme ça, tu vois. Et alors, effectivement, la question c'est que nous devons avoir cette préoccupation d'une création qui est diffuse. On doit avoir cette préoccupation, non pas parce qu'on est gentil, on doit avoir cette préoccupation parce qu'il y va de notre survie en tant qu'alternative. Mais alors, il ne s'agit pas d'exporter le modèle, il s'agit de diffuser l'esprit, de que c'est possible, qu'il y a d'alternatives, n'est-ce pas? Alors, j'ai 2 minutes ou pas? Oui, c'est les 2 dernières. C'est les 2 dernières. Non, je vais vous dire par rapport... Non, mais c'est une anecdote alors. Non, c'est très bien. Allez, les 2 dernières minutes, voilà. Non, mais bon, 2 minutes alors, excusez-moi si j'ai bordélise l'horaire, mais par rapport au présent, non, par rapport à ce que tu dis, non, je crois que même si tous on fait ce qu'il faut faire et on fait comme ça des millions d'alternatives, n'est-ce pas, belles, puissantes, moi, si à moi on me demande, est-ce que tu penses que finalement ça va à renverser les rapports de pouvoir? Moi je dis, on ne sait pas. Moi je dis, on ne sait pas. Et c'est ce que je pense. Sincèrement, je ne m'amuse pas à faire de la politique, de convaincre quiconque. Moi, ça m'angoisse énormément, mais c'est comme ça. Alors, je vais vous raconter une toute petite anecdote. Comment est-ce que moi, un jour, vous voyez, comme quand l'Indienne m'a dit que j'étais con, comment un jour, boum, comme ça, j'ai une mutation dans la tête. Qu'est-ce que c'est le présent quand on n'a plus de promesses? C'est ça, l'anecdote. Il s'avère que moi, ça faisait quelques années que j'étais en tôle. Vous savez, la tôle en Argentine, c'était pas comme la tôle en France, non, si dur. Bon, c'était les disparus, on les retorturait, ils tuaient les gens. Bon, c'était l'horreur. Et comme moi, j'avais des responsabilités militaires dans la tôle où j'étais, parce que j'avais la chance d'avoir été dans une tôle et non pas dans les camps des disparus qu'ils tuaient tout le monde. Et alors, dans la tôle où j'étais, j'avais 2 responsabilités. Une était la communication avec l'extérieur, avec les autres pavillons, non? C'était très dangereux parce que soit des grés, soit des forces, on arrivait à avoir des gens qui faisaient passer les choses. Et l'autre responsabilité, c'était la fugue. Non pas que tout le monde se fuguait, il n'y avait pas tant de fugues que ça, d'évasion que ça. Mais l'évasion était très importante parce que c'était la promesse, vous comprenez? C'était la promesse, c'était les après, les ailleurs. Et alors l'évasion... alors moi, j'étais responsable de l'évasion. La vérité, je n'avais pas la moindre petitime idée de comment on pouvait sortir de cette tôle. Mais tout le monde savait qu'il y avait un responsable par organisation de l'évasion. Non. Et alors, donc, je me faisais bien boire, vous imaginez. J'étais quand même, voilà, c'est lui qui allait s'occuper de les faire sortir. J'ai jamais eu la moindre idée. Je m'étais auto-intoxiqué pour qu'il m'amène à l'infirmerie. Je ne trouvais absolument pas comment sortir. Un jour, je reçois l'information de que tout plan d'évasion devait être suspendu parce qu'il n'y avait plus de structure dehors. Ça voulait dire qu'on était écrasés, qu'ils nous avaient balayés militairement. Ça voulait dire ça concrètement, parce que ce n'est pas le tout de sortir et aller te promener, non? Tu dois sortir, tu dois avoir une structure. Bon. Et alors donc ça voulait dire qu'on était écrasés. Alors moi j'ai passé 1 mois et demi jusqu'à avoir confirmation de cette information avant de dire à mes camarades, non? Et les jours où j'ai eu la confirmation, il y avait un copain qui faisait la garde, j'étais grimpé là dans des toits comme ça, et j'ai pris 10-15 minutes, chose qui était très dangereuse, pour me dire, et maintenant qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je savais qu'est-ce que c'était l'idée de qu'il y avait quelques-uns qui étaient en train de préparer l'évasion, n'est-ce pas? Et alors à ce moment-là, voilà, j'ai eu la mutation dans ma tête, je me suis dit, bon, dorénavant la vie se passe ici. Se passe ici. On doit développer la vie ici.
il faut vraiment qu'on fasse de ça une université populaire, qu'on fasse des plans de gym, d'aide aux copains qui vont plus mal, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a développé la vie là, n'est-ce pas? Et alors, effectivement, non pas qu'avant on ne faisait pas des choses, mais vous comprenez, on a changé l'orientation. Tout était développer la vie là-dedans. Il y avait des paysans qui rentraient en alphabet et ils discutaient d'Einstein, vous voyez, parce qu'il y avait l'élite de l'élite en Tol, n'est-ce pas? Il y avait des professeurs, des chercheurs, des artistes, des syndicalistes, bon, bref. Alors, on a effectivement développé tout ça. Et de temps en temps, on me demandait, oui, Miguel, mais après? Et moi, je disais, écoutez, je ne sais pas qui parmi nous sortira d'ici vivant. Mais ce que je sais, c'est que plus on va se former, plus on va se structurer, ceux qui sortiront pourront affronter les futurs. Eh bien, aujourd'hui, le monde est devenu comme ce jour-là ma prison. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas jusqu'où ira la destruction de l'environnement, etc., etc. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut investir la création des modes de vie différents. Il faut qu'on se développe, qu'on se structure, qu'on invente des liens plus joyeux, parce que comme ça, arrive quoi que ce soit qui arrivera, eh bien, il y aura la possibilité d'une partie parmi nous d'assumer les défis que l'après vont nous poser. Grand merci. Super. Parfait. Ouais.